La Liberté vous propose un nouveau podcast consacré au hockey sur glace. Chaque semaine, les journalistes de la rubrique sportive vous donnent rendez-vous pour débattre de l'actualité de Fribourg-Gotteron. Ça sera le cas dès la semaine prochaine avec l'épisode numéro 2 qui disséquera le Dragon dans ses moindres détails avant le premier match du championnat. Mais aujourd'hui, pour ce premier numéro de Point de vue, nous vous proposons une présentation générale de National League. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je suis François Rossier et pour effectuer ce tour des clubs, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par mes collègues Patricia Morand et Pierre Salinas. Salut Pam. François. Salut Pedro. Salut François. Soyez donc les bienvenus. Ça va, l'attente n'a pas été trop longue, Pierre? Ah, effectivement, elle a été longue, mais on est tous contents, je crois, que la saison commence. Après, en espérant qu'elle pourra se terminer, mais ça, c'est un autre problème. Patricia, la même excitation? Oui, tout à fait, parce que 7 mois, c'est du jamais vu. C'est historique, je pense. Alors, on est prêt, on a potassé. Et toi, j'espère que ça va. Tu as aiguisé les patins? Je vais laisser ça au chef mat de Gotteron et aux joueurs. Nous, on sera bien dans les gradins, en espérant effectivement que ça démarre. On a énormément parlé du Covid. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la glace. Et comme chaque année, la Liberté a préparé un tableau pour le classement, les pronostics d'avant-saison. On s'est réunis tous ensemble avec encore Pierre Chouvet qui interviendra régulièrement dans son podcast tout au long de la saison pour compiler nos pronostics. Et donc, on est arrivé à un classement de 1 à 12 classique avec en 12e position, on va le faire dans l'ordre inverse, comme ça on va maintenir un peu le suspense aujourd'hui. Pedro, c'est Langnau en 12e position, pas vraiment une surprise. Non, c'est pas une surprise, même si les 2 dernières saisons, je crois que c'était Rappi qui avait plutôt cette étiquette de lanterne rouge. Non, pour Langnau, ça va être vraiment une saison de transition, même une saison au rabais, je dirais, parce que le club Emmentaler part avec 2 étrangers seulement, Ben Maxwell et puis Robbie Earl qui revient gentiment au jeu après une commotion, donc ça sera vraiment très difficile pour les Tigres. Ouais, Patricia, vraie reconstruction, nouvel entraîneur aussi, c'est ce budget qui a été revu à la baisse et on fait très attention dans les mentales vu la situation. Oui, justement, et ça se comprend parce qu'ils sont aussi pénalisés au niveau des spectateurs par les mesures et le nombre autorisé et tout. L'entraîneur, c'était l'entraîneur assistant la saison dernière. Pounenovs, qui est le gardien titulaire, il est blessé. Ils misent beaucoup sur leur propre jeu, et ça, je pense que c'est le grand point positif à Langnau. Le public aura des joueurs à qui s'identifier, et puis les jeunes auront du temps de glace face à des gars beaucoup plus forts, donc des professionnels aguerris, et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Oui, et puis on le rappelle, cette saison, pas de relégation, donc finalement, peut-être Langnau va pouvoir capitaliser dans le futur sur cette saison au rabais, tu disais, Pedro, ou cette saison de transition. Pour Langnau seulement, effectivement. Comme Pam l'a dit, il y aura beaucoup de joueurs suisses qui pourront tirer leur épingle du jeu, tant mieux, quoi. Alors ces dernières années, on a souvent mis Rapperswil en 12e position. On les voit un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup plus haut quand même. 11e, c'est le classement qu'on leur promet à la Liberté. Pourquoi 11e? Alors 11e ou 10e même, il y avait débat entre Rapperswil et Ambry. Parce que Rapperswil s'est renforcé tout de même. Ils ont toujours Chervenka. On ne sait pas s'il va pouvoir jouer tous les matchs. Par contre, ils ont de l'expérience au niveau de leur système avec toujours le même entraîneur, Jeff Tomlinson. Et puis, ils ont un nouvel étranger, Steve Moses, qui a rejoint Andrew Rowe et Kevin Clark. Ils ont toujours en défense Dominique Egli, un atout. La révélation de l'année dernière, on peut dire. Exactement, défensivement, mais qui arrivera en bout de contrat. Donc, c'est un gars qui est très courtisé, décidément. Et puis, ils ont annoncé leurs objectifs, c'était vraiment de participer à ces pré-playoffs. Mais nous, on les voit 11e parce que ça fait quand même déjà un progrès par rapport aux dernières saisons. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Moi, je pense là, un peu comme toi, mais il ne faut pas oublier que la saison passée, effectivement, ils l'ont terminé au dernier rang, mais ils n'ont jamais été largués, je dirais. Je pense qu'ils étaient un petit peu dans la bataille pour les playoffs jusqu'à la mi-championnat, voire un peu plus. Et puis, c'est jamais très facile d'aller jouer là-bas. Je crois que Gotteron, on a fait la meilleure expérience la saison passée. Si on passait au 10e.
Le 10e, Patricia qui a vendu la mèche juste avant, c'est Ambri Piotta. Saison aussi assez spéciale en vue pour les Levantins, notamment dans les gradins, parce que moi je me fais un peu de soucis, on parle toujours de l'ambiance de la Valachia, de ces fameux supporters. C'est pas qu'une légende, hein, ils poussent vraiment leur équipe, c'est toujours difficile d'aller jouer là-bas. Et avec les nouvelles règles des 2 tiers dans la patinoire et des places assises, ils n'auront pas cet appui du public et je pense que ça va être compliqué pour eux, d'autant plus que Ambri n'a pas pu engager le défenseur étranger pour remplacer Plastino, faute d'argent, ou en tout cas pour pas se mettre dans le rouge. Donc oui, c'est un petit peu inquiétant, mais Ambri, Pierre, l'année passée, avait aussi fait une bonne saison durant 40 matchs avant de s'écrouler un peu sur la fin. Tout à fait. Et puis là, cette saison, ils ont pris une petite perle finlandaise. Alors là-bas, en Levantine, tout le monde espère trouver le nouveau Kubalik, en tout cas son successeur. Est-ce que ce Nettinen, qui vaut 55 points en SM Liga, qui est quand même un championnat reconnu pour être assez défensif, donc c'est quand même un bon score, est-ce qu'il va pouvoir remplacer le Tchèque? J'en doute un peu, surtout qu'il est assez jeune. Alors Kubalik était aussi jeune, j'ai eu Ngoy cette semaine au téléphone pour la présentation. L'ancien défenseur de Gauthieron qui me disait que, évidemment, ils espèrent tous qu'il ait le niveau de Kubalik. Il est impressionnant, ce Nettinen. Après, il posait la question du mental. Kubalik avait fait vraiment très forte impression. D'ailleurs, il a confirmé maintenant à NHL tout son potentiel. Et ce Nettinen, qui est aussi jeune, qui a aussi beaucoup de points dans les mains, beaucoup de talent, il n'a pas du tout le même style que Kubalik. Il est plus grand et plus lent, mais il faudra que mentalement il soit fort. Par contre, Ambri, Pam peut miser sur la stabilité. Il y a quand même les joueurs qui sont là, les coachs qui sont restés. Donc ça peut être un atout. Ils savent où ils vont. Tout à fait, d'autant qu'ils ont rappelé Jirino Novotny qu'ils avaient placé normalement au Ticino Rockets, encore pour des questions financières, comme ils n'ont pas pu engager le défenseur qu'ils voulaient, ils ont rappelé comme ça, ils ont quand même 4 étrangers à aligner. Et puis c'est stable, mais il faudra aussi attendre peut-être que Michael Fora retrouve son niveau d'antan, parce que même s'il était parmi le top 10 des meilleurs compteurs la saison dernière, il n'a jamais vraiment été aussi influent sur le jeu qu'avant sa tentative de départ en Amérique du Nord. Et avant de passer au numéro 9, on fera un petit clin d'œil aux Fribourgeois quand même pour dire que les paires de gardiens cette année à Ambri, c'est Cons, Chacho. Donc 2 gardiens qu'on connaît bien à Fribourg et qui devraient être assez complémentaires quand même. Le 9e, je pense que le 9e, ça sera une surprise un peu pour tout le monde, non ? Oui, il y a eu débat, hein. C'est difficile toujours de trouver le 9e, en tout cas ces dernières saisons, parce que les premiers, on peut les imaginer, les derniers, souvent, on arrive à avoir une petite idée, et puis après, il y a quand même un sacré ventre mou dans ce championnat de Suisse. Et cette année, on pense que pour Bienne, ça va être un peu compliqué, mais la raison, je pense qu'elle tient beaucoup au départ à la retraite de Jonas Hiller. Exactement, au départ à la retraite de Jonas Hiller, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et puis la deuxième chose, c'est quand même la maladie d'Antti Turmenen. L'équipe qui avait été construite autour de certains points par Antti Turmenen se retrouve en main de Lars Leuenberger. J'ai absolument rien contre lui, au contraire, mais est-ce que la mayonnaise va prendre? Est-ce que ça va fonctionner? C'est pas dit, tout peut arriver. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le départ à la retraite de Mathieu Chantré, qui, même s'il n'était pas très grand, prenait quand même une grande place dans les vestiaires zélandais. Qu'en penses-tu, Pierre ? Non, je pense effectivement le problème, entre guillemets, Turmenen, c'est à pile ou face, je dirais. L'équipe peut se ranger derrière son entraîneur qui est un peu souffrant et puis voir un peu sa force décuplée, ou au contraire, elle peut accuser le coup et puis peut-être moins se battre. Mais moi, je sous-estimerais en tout cas pas Lars Leuenberger, qui a fait quand même ses preuves. Et je trouve qu'on l'a enterré un peu trop vite. En 2016, il fait quand même, il amène quand même Berne au titre de champion de Suisse. Et après, effectivement, il a pu retrouver de poste sur le banc. Donc, je pense laissons-lui sa chance, quoi. Il faut faire des choix, hein, toujours dans ces pronostics. C'est vrai que c'est un peu rude peut-être de mettre Bienne 9e. Il y a quand même du beau monde. Rayala, Pouliot, Ulström, Lindbohm qui vient de Lausanne.
Niveau suisse, Fuchs, Radgeb, Brunner, il y a quand même des beaux noms à Bienne. Ouais, mais tu l'as dit, François, l'absence d'Hiller, c'est quand même un gros couac, je trouve. Van Pottelberger, pas sûr qu'il ait le format pour la National League, mais on verra. Alors on passe au numéro 8. Numéro 8, Fribourg. Fribourg, numéro 8. Fribourg qui était 7e l'année passée et qui va devoir confirmer. Ça avait été une saison assez longue, assez compliquée. On ne va pas refaire toute la saison des Dragons. Mais voilà, il n'y a pas une grande marge de manœuvre à Fribourg, même s'il y a eu quelques ajustements qui ont été faits par Christian Dubé. Bon, il faut aussi dire qu'on les a mis 8e, mais comme tu l'as dit avant aussi, il y a une sorte de ventre mou, en tout cas un deuxième wagon assez long, et Gauthieron pourrait terminer 3e ou 9e, ce ne serait pas une grosse surprise. Mais Gauthieron est un effectif quand même assez stable, avec surtout un très grand gardien, Berra, c'est quand même une assurance tout risque. Qu'est-ce qui se passe s'il se déchire les ligaments le deuxième match? Oh là là. Le deuxième gardien jouerait quelques matchs et Gauthieron irait en chercher un autre, je pense. Une 6e licence d'étranger. Une 6e, effectivement, car il y en a déjà 5 cette année. Ça, c'est la grande nouveauté à Fribourg. C'est un luxe ou peut-être un problème, on verra. Chris Di Domenico est quand même assez connu pour son caractère assez bouillant, donc on verra s'il se retrouve 2 ou 3 fois d'affilée en tribune, comment il réagira. Mais je pense plutôt que c'est un luxe pour Christian Dubé. Il y a toujours des blessés dans l'effectif et parmi les étrangers aussi, donc là Gauthieron n'aura pas de questions à se poser, il pourra quand même aligner quasiment toute la saison 4 étrangers, ce qui est plutôt une bonne chose. On n'a pas parlé de l'arrivée de Heron qui est un peu le gros transfert suisse. Yaker et Souter sont deux défenseurs qui rejoignent aussi l'effectif des Dragons, mais Heron, on en attend pas mal quand même, notamment sur le powerplay, Pam. Voilà, exactement. C'est aussi ce qui lui a permis de marquer quelques points avec Lausanne la saison dernière. Mais est-ce que Heron va avoir la régularité qu'on attend? C'est la grosse question avant ce début de saison. C'est ce que j'allais dire. Il est quand même connu pour être assez inconstant. Des hauts très très hauts et des bas très très bas. Donc s'il arrive à trouver une certaine régularité, ça sera tout bénef pour Gauthieron. Petite question encore sur Christian Dubé, qui l'année passée avait lancé la mission commando, sortir Gauthieron de l'ornière et l'amener en play-off, mission réussie. Cette année, il se retrouve de nouveau derrière la bande. Il a choisi de poursuivre l'aventure à ce poste-là, mais cette fois, il n'y a pas de Sean Simpson avec lui pour l'épauler. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut voir comment ça commence. Je pense que ça dépend. Il a la confiance de l'équipe, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait cet été par rapport à l'introduction d'un système propre. Il voulait donner sa propre patte à l'équipe. Il va falloir attendre, mais c'est clair que c'est un examen d'apprentissage qui est vraiment important pour lui. On clôt le chapitre Gauthieron, comme on vous a dit. On reviendra beaucoup plus en détail la semaine prochaine, avant le premier match contre Rapperswil, sur ces Dragons qui ne manqueront pas de nous intéresser donc, tout au long de la saison. Numéro 7, c'est pas très loin de Fribourg, hein, c'est nos amis bernois qu'on retrouve à la 7e place. C'est le champion en titre. C'est vrai, effectivement, puisque la saison passée, il n'y avait pas eu de champion. Mais c'est un champion quand même qui a pris du plomb dans l'aile. J'ai l'impression que le Covid est aussi passé à Berne, ça c'est clair, et puis que c'est un Berne assez light cette saison, avec 3 étrangers au lieu de 4, dont un qui sera au but, ce sera le Finlandais Karunen. C'est aussi la saison du rachat pour Berne, on ne les attendait pas du tout, c'était vraiment la mauvaise surprise de la saison passée, ils ont raté les playoffs qui n'ont jamais eu lieu. Mais il y aura cette volonté quand même de relever la tête. Et puis ce qui va les aider, c'est normalement la présence d'un nouveau coach. Ça amène toujours une autre dynamique, un autre style de jeu forcément. Jalonen et Narbauer, c'est pas tout à fait pareil. Non, pas du tout. Et la grosse interrogation se situe justement à ce niveau-là parce que Don Narbauer, il n'a pas tellement d'expérience. En tout cas, il a aucune connaissance ou pratiquement aucune connaissance du hockey suisse. Il a coaché la saison dernière comme entraîneur principal à Zvolen en Slovaquie. Il a été avant en Amérique du Nord, mais jamais avec de casquettes très importantes.
si ce n'est une fois assistant en NHL. Donc là, ça sera typiquement la grande inconnue. Et on ne peut pas dire que Berne a joué la carte de la jeunesse puisqu'il a 61 ans. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Alors pas la carte de la jeunesse sur le banc. Par contre, sur la glace, il y a aussi quelques joueurs d'expérience quand même. On pense à Chervet, il y aura Haas qui sera là en début de saison, on verra combien de temps il reste. Hunter Sanderblom en défense, Beat Gerber, c'est quand même des piliers et ça doit aider Berne à relever la tête. Ça c'est clair, c'est vraiment un noyau assez dur et assez performant. Il y a aussi Dustin Jeffrey qui connaît très bien cette ligue, mais qui devra remplacer quand même Marc Arcobello, qui pour moi était le meilleur étranger ces 3-4 dernières années. Donc voilà, on se réjouit de voir comment Berne va gérer tout ça, mais ça sera peut-être dur. Trop fort, Pierre. Transition toute trouvée pour passer au numéro 6, l'ancien club de Dustin Jeffrey, Lausanne. Alors Lausanne, il y a beaucoup de choses à dire parce que l'été a été très animé à Lausanne. Effectivement, il y a eu beaucoup quand même d'échanges entre Lausanne et Genève. On sait que Vermine est parti à Genève. Lausanne qui a récupéré des jeunes. Pas sûr qu'il soit gagnant quand même dans cet échange. Donc on verra, quoi. Il faudra peut-être digérer cet été, comme tu l'as dit. Après, Lausanne, c'est quand même, comme à Berne, des valeurs sûres comme Joris, Berchi, des nouveaux étrangers, dont un qu'on connaît très très bien, qui a été champion, si je ne m'abuse, avec Berne, Conacher. Cette saison-là, il avait marqué 61 points, donc c'est quand même une valeur sûre. Je pense que Lausanne, il faudra compter quand même avec lui. Lausanne a quand même quelques pertes en défense parce qu'il avait la possibilité de jouer avec Lindbohm, Junland, qui ne sont plus là. Est-ce que Barberio va les remplacer? En tout cas, un, puisqu'il ne peut pas les remplacer les deux sur la glace. C'est une grande question aussi, comme l'est la situation dans l'administration d'une manière générale. Dans les bureaux du club, j'entends, avec ses soucis au niveau de la patinoire et tout. C'est vraiment, le climat, il semble assez tendu du côté de Lausanne. Un gros point d'interrogation, je pense. Là aussi, nouveau coach, même si McTavish est arrivé en fin de saison dernière. Je crois qu'il avait fait les 2 matchs à huis clos, ou les 2 derniers matchs de la saison régulière. Il va devoir faire ses preuves à la Vaudoise Arena. Et puis, pas mal de changements au niveau de l'effectif, on l'a dit. Mais peut-être que c'est un peu plus clair, les rôles de chacun. L'année passée, il y avait beaucoup de talent, beaucoup de joueurs offensifs qui voulaient du temps de glace, qui étaient attendus sur la feuille de match, au tableau des statistiques. Là, il y a peut-être un peu plus de travailleurs, ça pourrait aider à équilibrer cette équipe. Effectivement, puis il y a aussi un peu, je pense, encore des sous dans les caisses, et si jamais ça devait mal se passer, je pense que Lausanne pourrait prendre un 5e étranger assez vite. Oui, effectivement, le 5e renfort est déjà annoncé du côté de Lausanne. Alors, on n'a pas de nom à vous donner, mais c'est vrai qu'au début de saison, ça pourrait arriver rapidement. Numéro 5, Patricia, on a placé Lugano. Lugano, exactement, qui présente une très très grosse équipe, avec notamment Marco Arcobello. Pierre, tu en as parlé tout à l'heure par rapport à Berne, mais tu n'es pas tout à fait d'accord sur la force de cette armada. Non, mais Lugano, c'est bizarre un peu cette saison parce qu'ils ont pris le pari de prendre des joueurs d'Amérique du Nord, donc qui jouent en Amérique du Nord, mais qui sont susceptibles de partir. Alors, on ne sait pas quand les saisons de NHL ou de AHL vont recommencer, à cause du Covid, bien sûr, mais par exemple, je prends l'exemple de Tim Heed, qui est un défenseur suédois, mais il a signé que jusqu'au 15 novembre. Même chose pour Philippe Kourachev, qui est un jeune Suisse, 15 novembre. Daniel Carr, un Canadien, un ailier canadien qui me paraît pas mal, effectivement 15 novembre avec une option jusqu'à la fin décembre. Donc on risque de voir un Lugano un peu à 2 vitesses, très très fort, parce qu'il y a quand même beaucoup de talent sur le papier jusqu'à l'hiver, je dirais. Et après, vaille que vaille, advienne que pourra. Peut-être que le contingent sera complètement remanié. Ils pourront aller chercher les joueurs qui n'auront pas réussi à s'imposer en Amérique du Nord et qui chercheront un point de chute en Europe. Donc on n'a pas trop à aller plaindre et à se faire de soucis pour Lugano. Bien, ils devraient trouver suffisamment de joueurs de qualité. Mais ils pourraient connaître un trou, effectivement. Surtout avec des gardiens qui sont quand même pour moi le point faible de cette équipe. Zurkirchen, Schlegel, on ne sait pas encore s'ils ont vraiment le format National League.
Apparemment, j'ai pu discuter avec un journaliste tessinois qui m'a dit que Schlegel avait quand même pris le pas sur Zurkirchen pendant la préparation, mais c'est quand même pas des assurances tout risque. Un point qui m'inquiète moi un petit peu, c'est la rétrogradation de Chiesa, qui est plus capitaine de cette équipe. C'est un peu bizarre quand même comme façon de faire, et ça montre que peut-être c'est pas très serein, surtout qu'il n'a pas de remplaçant, parce que si on dit Chiesa a fait son temps, passons à un autre homme fort, un autre capitaine, ça peut se comprendre. Là, Lugano annonce que Chiesa n'est plus capitaine, et puis maintenant il y a une sorte de tournus depuis plusieurs semaines, un tournus qui va durer. C'est pas très bon signe quand même ça, Patricia. Non, pas vraiment. Et Berne avait fait sauf erreur une fois comme ça, avec un tournus, et n'avait pas été, ou quasiment pas, jusqu'au bout de la saison comme ça. Donc il faudrait que certaines décisions se prennent, je pense. Par contre, ce qui parle en faveur de Lugano, c'est que les Tessinois ont quand même réussi à virer un peu leur mouton noir, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y avait Tchornet qui était un défenseur qui n'était pas vraiment apprécié des fans. On se souvient d'une erreur de casting en la personne de Spooner. Claesen qui était très très fort, mais qui était une sorte de petite diva au Tessin. Donc je pense quand même le climat s'est un petit peu assagi et ils pourront peut-être commencer la saison avec un peu plus de sérénité. Voilà, on entre dans le top 4 maintenant, un top 4 qu'on va pouvoir séparer en deux en fait, parce qu'il y a deux équipes qui nous paraissent quasi intouchables, et les deux autres qu'on a placées là, elles bénéficient un peu de leur bonne réputation de la saison dernière, et en même temps, ça sera une saison de confirmation, et ça c'est jamais facile. On pense à Genève Servette qu'on a placé en 4e position et à Davos en 3e position. C'était quand même, Patricia, les deux bonnes surprises de la saison dernière. Ils partaient de loin ces deux équipes avec beaucoup de jeunes, et ça avait été une belle réussite des deux côtés. Oui, tout à fait. À Genève, avec Patrick Aymon, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été champions suisses en junior élite qui ont fait leur place en National League, si on veut. Donc ils repartent sur les mêmes bases, mais avec un gros changement, c'est l'arrivée de Linus Omark. Et Vermine et Moy, ça fait quand même du joli monde en attaque. Ils sont bien armés dans ce secteur. Tout à fait, mais c'est aussi en tout cas pour Vermine et Omark, des gens de caractère, des joueurs de caractère. Est-ce qu'ils vont s'intégrer dans le vestiaire? Enfin, est-ce que la cohésion risque pas d'en souffrir? C'est une grosse question. Moi, je suis un peu plus dubitatif par rapport à Linus Omark. Alors effectivement, ses statistiques parlent pour lui. C'est un joueur très technique, on le connaît, un petit peu chambreur, il faudra faire attention, c'est un peu le Neymar, je dirais, du hockey suisse. Après, il est censé remplacer Wingels, entre guillemets, Wingels qui était quand même un travailleur. Omark, il faudra quand même qu'il fasse ses preuves et qu'il défende un tout petit peu. Donc un Omark dans une équipe, d'accord, mais 2 ou 3, ça risque de poser problème. Donc je pense que Omark devra quand même faire sa part de boulot en défense pour que l'équilibre soit bon à Genève. C'est vrai que l'année passée, le puck tournait souvent du bon côté au Vernet. Là, il y a un peu plus de points d'interrogation. Il y a un peu un changement de stratégie avec quelques stars ou quelques joueurs très offensifs, comme tu l'as dit, Pierre, peut-être un peu moins travailleurs que ceux qui sont partis. Et puis, il y a un changement au poste de gardien. Mayer, qui n'a pas toujours fait l'unanimité, avait quand même fait une bonne saison. Manzato est arrivé. On va confier les clés de numéro 1 à Desclos. C'est quand même une grosse responsabilité pour un gardien qui est parfois blessé et qui doit faire ses preuves sur une saison entière. Tout à fait, mais Gauthier Desclos a déjà prouvé qu'il était capable de tenir la baraque. Maintenant, c'est encore une question de régularité. Pour ça, avec Manzato, il n'y a pas trop de soucis. Mais effectivement, c'est peut-être un des points d'interrogation concernant Genève. Mais moi, je pense que c'est un bon move, comme on dit, parce que Manzato, effectivement, c'est peut-être pas un gardien de très haut calibre, je dirais, mais c'est quand même un coéquipier exemplaire, et je pense pour accompagner la progression de Desclos, c'est le gars idéal. On parle des gardiens, ça nous permet de partir directement à Davos, puisque Mayer est parti à Davos. Cette équipe grisonne avait tout reconstruit l'été dernier,
et ça avait vite, la mayonnaise avait vite pris dans les Grisons. Donc là, on va attendre beaucoup de Davos, et l'effectif est comme à Genève, assez jeune. En même temps, il y a même beaucoup de routiniers. Donc c'est un mélange qui avait fonctionné l'année passée, qui va devoir de nouveau fonctionner cette année. Oui, effectivement, c'est vraiment un mix entre routiniers et beaucoup plus jeunes. Après, comme on l'a déjà dit, il y a Mayer au but. Je pense que ça change quand même la donne, parce que ces 2 dernières années, Davos a quand même eu des problèmes de gardien. Il y a un autre statut à assumer, quoi. Finalement, Davos, l'année passée, personne mettait une piécette sur Davos, et ils ont terminé à 2 points de Zurich, je crois, à la fin de la saison régulière. Là, beaucoup les attendent en haut du classement, donc c'est pas la même pression quand on est joueur. Non, tout à fait, ça sera beaucoup plus difficile, mais Davos, comme ça a été dit, avec son nouveau gardien Robert Mayer, a tout à fait la possibilité d'atteindre cet objectif. Et puis l'engagement de Timo Turunen est également prometteur. C'était quand même l'un des meilleurs compteurs de la Liga finlandaise. Puis moi, j'aimerais parler un peu de mon joueur préféré. Presque, c'est Perttu Lindgren quand même. C'est un attaquant de centre qui était presque perdu pour le hockey il y a 2 ans. Et puis il revient, puis il met 40 points. Donc c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe. Et je pense qu'avec lui, Davos peut viser haut. Ça nous amène tout droit dans notre duo au sommet de ce classement, avec Zug, 2e. Du coup, plus de suspense pour le premier, ça sera Zurich, mais on va aller dans l'ordre inverse, on garde notre bonne habitude. Zug qui va devoir aussi supporter pas mal de pression, parce que ça fait un moment qu'en Suisse centrale, on attend ce titre, ou qu'on recherche ce titre de champion de Suisse. Il y a eu beaucoup d'efforts financiers qui ont été faits ces dernières saisons. Là, il faudra une fois que ça paye. Justement, mais l'attente est énorme, et les spectateurs semblent avoir pas mal de patience, parce que quand je vois qu'ils ont dû vendre 5100 abonnements déjà, je crois, et ils ont le droit qu'à 3800 places dans la patinoire avec les normes de Covid, donc il y aura sans doute des mécontents. Mais on va regarder un peu ce qui risque de se passer sur la glace. Donc avec l'entraîneur Dan Tangnes, on sait à quoi s'attendre. Les cadres de l'équipe sont toujours là, connaissent le système, connaissent leur rôle. Pour ma part, je me fais aucun souci pour Zug. Moi, je suis beaucoup moins optimiste. Je sais pas, Pierre, François. si on a Giannoni et Hoffman dans son équipe, on peut que finir en tête du classement. Alors, si on va ça comme ça, d'accord, mais après, on va peut-être se moquer un peu de moi, mais Zug a quand même perdu 3 défenseurs titulaires qui ne sont pas des défenseurs stars de la Ligue, on est d'accord. Mais Zrid, Thierry, Morant, ils ont été remplacés par que des jeunes en fait. Et Kadonau, qui est un joueur de Ligue B, de Swiss League, qui n'a pas encore fait ses preuves en National League. Donc je pense que défensivement, il y a quand même des petits soucis à prévoir du côté de Zug. Giannoni ne va pas chômer alors. Giannoni, on se souvient, quand il a été transféré à Zug, il a quand même connu quelques premiers mois difficiles, parce que c'était un autre système. Alors là, avec des jeunes défenseurs devant lui, ça risque aussi de faire quelques étincelles, mais dans le mauvais sens. Après, il reste Alatalo, Diaz, qui eux sont quand même des top défenseur de la Ligue. Et puis un quatuor d'étrangers, enfin un trio d'étrangers qui était là l'année passée et qui a été performant. Klingberg, Kovar et Torel, ça donne une bonne base. Voilà, tout à fait. Et puis il y a ce jeune Ryan McLeod qui, d'après ce que j'ai appris, n'est même pas payé. On lui a juste payé son billet d'avion et son logement. Donc c'est aussi la possibilité pour le joueur de continuer sa formation puisqu'il est très jeune. Alors ce sera très intéressant du côté de Zug. Et on arrive donc au numéro 1, Zurich. Zurich qui avait impressionné déjà la saison dernière. Une grosse armada du côté du Hallenstadion, avec quand même un départ marquant, celui de Pius Suter, qui était ni plus ni moins que le meilleur compteur du dernier championnat. Pius Suter, un joueur vraiment très polyvalent, mais qui a marqué une 50aine de points, et qui sera remplacé par Sven Andrighetto, qui est un joueur peut-être un peu moins polyvalent, mais qui est un profil peut-être encore plus buteur. Et puis il faut souligner aussi que Pius Suter, on est d'accord, il est très très fort, mais il a été beaucoup aidé par Gareth Rowe, qui pour moi était le meilleur étranger la saison passée.
et qui est encore là. Et qui est toujours là. Donc, une petite ligne, Gareth Rowe, Andri Ghetto et Denis Solenstein. Ça me paraît pas mal quand même. Par contre, Roman Vik est vieillissant, c'est un petit peu dommage parce qu'on aimait bien le voir jouer, non ? Ouais, et apparemment Roman Vik a dit qu'il ferait sa dernière saison, donc je pense qu'il peut quand même donner encore des coups de main. Il a quand même une petite patte, comme on dit. Et puis Zurich qui a le 5e étranger bonus dans la poche, puisque Souter est parti en Amérique du Nord dans la fenêtre qui autorise désormais les clubs suisses à engager, s'ils le désirent, un 5e étranger. Alors pour l'instant, il n'a pas été choisi du côté de Zurich, mais on peut imaginer qu'en fin de saison, ils auront ce 5e étranger pour leur offrir le petit plus qui pourrait leur permettre d'aller au bout. C'est quand même un sacré atout, ça. Tout à fait. Zurich a tous les moyens de le faire. A également un bon réservoir avec CGK Lions et tout. Et je tenais à ajouter encore une chose par rapport à toutes nos considérations. C'est que ça reste encore plus des évaluations et nos idées, mais ça peut être tout chamboulé dès le moment où certains joueurs seront mis en quarantaine et tout, ce qui compliquera encore plus la tâche et risque de modifier complètement le visage de cette National League. Ouais, déjà, en règle générale, les journalistes, on n'est pas toujours très bons en pronostic, alors que c'est vrai que là, avec les pauses Covid ou les matchs reportés ou les éventuelles mises en quarantaine, ça pourrait tomber un petit peu à côté certains pronostics. Mais bon, on vous demandera de pas trop enregistrer ce podcast pour pas nous le ressortir dans quelques mois. Avant de conclure, Zurich, on parle quand même souvent du poste de gardien. Cette année, donc, il y a Ludovic Weber, le fribourgeois, qui a rejoint Lucas Flueller. C'est toujours un sujet d'inquiétude, mais en fait, Zurich arrive quand même à terminer premier de la saison régulière, à gagner des titres avec Flueller, donc on a tort de s'inquiéter. Bon, Flueller, on sait qu'il est un petit peu fragile, il est très très fort quand il est en bonne santé, mais le problème c'est qu'il est quand même souvent à l'infirmerie. Je suis sûr que Ludovic Weber aura quelques matchs. Après, on parlait du 5e étranger. Je pense que je me suis laissé dire en fait que le 5e étranger serait plutôt un défenseur, voire même un gardien s'il y a un problème à ce poste-là. Donc Zurich au niveau offensif est quand même blindé. Par contre, j'ai un petit peu des soucis pour Ludovic Weber. Pourquoi ? Parce que si Zurich a un problème au poste de gardien, je pense que Ludovic Weber ne serait pas titulaire, mais il prendrait un gardien étranger. Ah ouais, peut-être quelques nuages devant Ludovic Weber. On verra tout ça dans le courant de cette saison. On reparlera de ces pronostics quand même en fin de saison, voir si on était brillant ou complètement à côté de la plaque. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce tout premier épisode de Point de Vue. On se retrouve la semaine prochaine et dorénavant, donc ça sera du 100% Gauthieron. D'ici là, tout de bon, à bientôt. À bientôt, tout de bon, merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode. Pour suivre l'actualité de Gauthieron au jour le jour, retrouvez-nous dans le journal et sur le site internet de la Liberté. Vous pouvez aussi nous soumettre vos idées ou vos remarques à l'adresse sport@laliberté.ch. Et à la semaine prochaine.